Alors, je voudrais tout d'abord évidemment vous remercier d'être présent et présente ce soir et remercier également Bernard Schmitt qui est à côté de moi, notre invité, qui est membre de VISA. C'est VISA signifiant Vigilance et Initiative Syndicale Antifasciste et qui est par ailleurs spécialiste de la question de l'extrême droite sur laquelle on va revenir ce soir. Avec un angle qui est évidemment spécifique, on ne va pas traiter la question de l'extrême droite en soi, mais sous l'angle des médias et des rapports entre médias et extrême droite. C'est cette question qui a fait l'objet, alors vous pourrez le retrouver sur la table de presse là-bas, de l'avant-dernier numéro de notre magazine qui sort tous les 3 mois, qui s'appelle Média Critique, que vous pouvez donc vous procurer ici ou sur le site internet. Je fais un brin de pub parce qu'on est une association militante qui ne vit que de ses cotisations, etc. Donc sur le site internet, c'est possible à la fois de s'abonner au magazine et aussi de coupler ça avec l'adhésion à l'association, ce qui pourra nous aider à continuer le travail qu'on fait à peu près quotidiennement. Alors je reviens à la question donc des rapports entre médias et extrême droite, qui peut être traité à mon avis dans 3 directions différentes. La première, c'est d'abord la question du traitement médiatique des extrêmes droites, que ce soit le FN ou les groupuscules qui gravitent autour du Front National, que ce soit les identitaires, les soraliens, etc. Ensuite, deuxième direction, les médias proprement d'extrême droite, notamment ceux qui ont acquis une réelle audience sur Internet. On peut penser il y a des articles là-dessus dans le magazine, à F de Souche, à Égalité Réconciliation, etc. D'ailleurs, une audience beaucoup plus vaste, ce qui est évidemment extrêmement dangereux, beaucoup plus vaste que la presse d'extrême droite imprimée que vous pouvez trouver ou ne pas trouver, j'espère, en kiosque. Et je ne citerai même pas leur nom, c'est évidemment une presse absolument dégoûtante. Et puis enfin, troisième direction possible, et c'est plutôt celle-là sur laquelle je vais revenir, la manière dont les grands médias, entre guillemets, les médias dominants, contribuent à la montée ou à la banalisation des idées d'extrême droite sur un plan, disons, idéologique et politique, et notamment à la banalisation des idées du Front National et qui participent du coup de fait à la montée sur le plan électoral du FN. Évidemment, les 3 questions sont importantes et on essaye d'une certaine manière de les traiter toutes dans le dossier, même si je pense que la première, finalement, d'une certaine manière, on l'a assez peu traitée, la manière dont les médias traitent les porte-paroles du Front National, par exemple, dans les médias, on l'a finalement guère traité. Et d'une certaine manière, c'est presque un choix implicite parce que on pense qu'on a sans doute trop tendance, notamment du côté de la gauche de gauche dont se réclame Acrimed, de la gauche radicale, on a souvent trop tendance à expliquer la montée du Front National en se focalisant simplement sur la présence de porte-parole du FN dans les médias. Et en invoquant par exemple une forme de complaisance qui existe, qui peut être réelle du côté de certains journalistes, une complaisance à l'égard des idées d'extrême droite, des porte-paroles de l'extrême droite, chez certains présentateurs intervieweurs, chez certains journalistes dominants, je pourrais en citer, on a y compris publié des articles là-dessus, Pujadas par exemple, il y a un encadré dans le dossier qui montre bien ça. Au passage, on trouve une version d'ailleurs inversée de cette approche-là et tout aussi insuffisante qui consiste à faire du succès du FN un produit direct de sa diabolisation par prétendu ou réel, de sa diabolisation médiatique, comme si son succès était simplement lié au fait que dans les médias, le FN serait diabolisé, etc. Ce qui est en plus par ailleurs relativement contestable d'un point de vue factuel. Alors ce qu'on a essayé de montrer, notamment dans l'article de cadrage qui ouvre le dossier, c'est que la montée du FN, elle s'explique d'abord, ça peut paraître paradoxal que ce soit nous, Acrimed, qui disions ça, c'est un peu se couper l'herbe sous le pied d'une certaine manière, mais je pense que c'est très important de le dire, on pense que c'est très important de le dire, c'est que la montée du FN, elle s'explique pour l'essentiel par d'autres mécanismes que des mécanismes strictement médiatiques, s'explique pas notamment simplement par la simple présence dans l'espace médiatique de porte-parole du FN. Même si cette présence, qui peut parfois être une omniprésence dans certaines circonstances, sur certaines chaînes, à certains moments, par exemple sur BFM TV, de porte-parole du FN, ça participe à la banalisation des idées nationalistes, racistes, sexistes et homophobes, qui sont celles portées par l'extrême droite. Donc tout d'abord, il faut dire, et à mon avis redire toujours, que ces mécanismes de montée qui expliquent la montée du FN ne sont pas principalement médiatiques.
Il y a des facteurs médiatiques qui contribuent au succès politique et électoral du FN, mais ce ne sont sans doute pas les facteurs principaux. On peut même dire que ce sont des facteurs seconds et même secondaires. Alors, la montée du FN s'explique d'abord, à mon sens, c'est ce qu'on raconte dans l'ouverture de ce dossier, par la conjonction d'au moins quatre crises. Et j'insiste sur le fait que c'est cette conjonction des crises qui explique ça et pas l'une de ces crises qui explique tout. Alors, ces crises, c'est quoi? La première, c'est une crise économique, évidemment, prolongée. Ce n'est pas la crise de 2008, c'est une crise économique prolongée depuis, en gros, la fin des années 70, qui a provoqué la montée et l'installation du chômage de masse, la généralisation de la précarité, l'appauvrissement d'une frange importante de la population, etc. Une crise sociale, ensuite, avec notamment l'affaiblissement des solidarités populaires, des solidarités ouvrières dans le monde du travail, par exemple, notamment avec l'affaiblissement des syndicats dans les entreprises, liées à des stratégies patronales de répression syndicale ou d'empêchement de l'activité syndicale. Également un affaiblissement des solidarités dans les lieux de vie, dans les quartiers, dans les villages, dans les villes, etc. Ensuite, une crise de la politique institutionnelle, une crise des grands partis institutionnels, du PS, de l'UMP évidemment, qui notamment parce qu'ils mènent des politiques globalement identiques sur toute une série de questions, notamment les questions économiques, mais pas seulement. Si vous regardez la politique qui est menée par le PS depuis 2012, par exemple sur la question de l'immigration, ne se distingue pas réellement des politiques menées par l'UMP sur ce plan-là, politiques restrictives, qui sont fondées sur des expulsions massives d'immigrés sans papier, etc. Donc ça donne le sentiment évidemment qu'il n'y a pas d'alternative. Bon. Et puis, quatrième élément, à mon avis, quatrième crise importante pour comprendre la montée du FN, la crise de ce qu'on pourrait appeler la gauche de gauche, la crise d'alternative à gauche ou une alternative de gauche au parti institutionnel qui a clairement laissé le terrain, cette crise, le terrain de la critique du néolibéralisme au Front National, alors que c'est précisément plutôt du côté de la gauche radicale qu'avait émergé dès les années 90 une critique forte du néolibéralisme avec des propositions de rupture, etc. Donc c'est d'abord sur le terrain créé par cette conjonction de plusieurs crises que le FN a gagné et continue de gagner une audience politique et sur le terrain électoral. Alors, à partir de cette interprétation générale, qu'on pourrait évidemment complexifier, je fais ça très vite, on peut se poser la question, qui est celle que se pose du coup Acrimed, du rôle spécifique qu'ont pu jouer et que jouent les médias dans la place centrale prise par le FN dans le champ politique. Et on peut sans doute pointer, à mon avis, 6 éléments que je vais énumérer et expliquer, et qui concernent peut-être un peu moins la presse écrite quotidienne nationale, type Le Monde, Le Figaro, Libé, etc. Mais sans doute davantage qui concernent les médias de masse, disons les télévisions, les radios de masse type RMC, RTL, Europe 1, etc., y compris l'information continue aujourd'hui, iTélé, BFM, etc. Premier élément, à mon avis le plus important, la construction médiatique en tant que problèmes sociaux d'une série de questions qui sont de fait le fonds de commerce du Front National. Ce n'est pas très compliqué à comprendre, notamment l'immigration, l'insécurité, l'islam. Il y a même des journalistes comme David Pujadas qui ont construit en grande partie leur notoriété au début des années 90 sur ces 3 questions montées en épingle à partir notamment de la question des quartiers populaires. Pujadas, ses premiers reportages et son premier, si je ne me trompe pas, bouquin portent spécifiquement là-dessus. Alors, notamment, si on prend la question de l'insécurité, en montant en épingle des faits divers plus ou moins sordides via les journaux télévisés, via les chaînes d'infos en continu, via la presse locale ou encore à travers une ribambelle d'émissions télévisées qui suivent des flics dans leurs activités quotidiennes, les grands médias contribuent de fait à faire exister l'insécurité comme une préoccupation publique, comme un problème politique central auquel devraient s'affronter les pouvoirs publics. Et donc, ils instillent non seulement, évidemment, une forme de peur, mais surtout l'idée que l'insécurité constitue bien une question politique centrale, et de même pour l'immigration, de même pour l'islam, par exemple. Et dans chaque cas, le traitement médiatique aboutit par ailleurs à des débats extrêmement binaires, avec en gros d'un côté des gens qui seraient des réalistes, c'est-à-dire qui reconnaîtraient l'existence d'un problème, et puis d'autres qui seraient, évidemment plutôt du côté de la gauche de gauche, qui seraient des angélistes, qui se borneraient en quelque sorte à nier l'existence du problème. Donc évidemment, cette construction, cette manière de prendre les problèmes,
compris la question de l'insécurité, met en mauvaise posture ceux et celles qui se refusent à des postures simplistes, notamment du coup la gauche de gauche. Notamment, ça met en difficulté ceux qui, par exemple, sur la question de l'immigration, considèrent que l'immigration, c'est pas ça le problème. Que l'immigration en soi n'est pas un problème, que par exemple 3042 personnes qui meurent en 2014 en pleine Méditerranée, ça c'est un véritable problème, ou environ 400 personnes qui sont mortes manifestement, en tout cas qui sont disparues ce week-end en pleine Méditerranée. Évidemment, quand c'est l'immigration qui est construite depuis 30 ans comme un problème médiatique et politique, finalement l'attention médiatique et l'attention que les gens peuvent avoir concernant le destin de ces migrants qui meurent en Méditerranée est relativement faible. Deuxième élément qui est explicatif, en tout cas qui est une des manières de comprendre la manière dont les médias peuvent contribuer au succès des idées d'extrême droite, c'est ce qu'on peut appeler la dépolitisation de la politique, à laquelle donc les médias contribuent très fortement. Mais d'ailleurs pas tout seul, évidemment conjointement aux hommes politiques, aux professionnels de la politique qui se prêtent généralement tout à fait au jeu médiatique. Alors ça passe par quoi? Ça passe par une information extrêmement appauvrie sur les enjeux et sur les effets des politiques qui sont menées par les différents gouvernements, qui se couplent par ailleurs à une stratégie ou à une mise en scène de la vie politique centrée sur, vous le savez, sur les petites phrases, sur les chamailleries internes à telle ou telle organisation, sur les stratégies de communication. Alors ça, quand on regarde BFM TV ou iTélé, il y a des débats entiers qui portent exclusivement sur les stratégies de communication des organisations ou des professionnels de la politique, des sondages qui évaluent quasiment en temps réel la popularité de tel ou tel professionnel de la politique, etc. Et cette représentation médiatique de la politique, elle a toutes les chances de produire ou de contribuer à produire un sentiment, disons, anti-politique dont s'abreuve le Front National, malgré le fait d'ailleurs, je pense qu'il faut marteler que les dirigeants et les porte-paroles du Front National sont également des professionnels de la politique, qui participent pleinement au jeu politique, d'une manière d'ailleurs typiquement et extrêmement électoraliste, notamment en jouant sur les peurs que justement les médias tendent à diffuser, ou les grands médias tendent à diffuser ou à produire. Troisième élément, qui est en lien avec cette réduction de la politique à un simple jeu politicien fondé sur les petites phrases, etc., le traitement qui est proposé des mouvements sociaux. Alors là, ça peut paraître assez indirect. Traitement, alors je précise, qui va généralement, on l'a montré dans un livre qui d'ailleurs il doit être derrière, je pense, qui s'appelle Médias et mobilisation sociale, traitement qui va en gros de la stigmatisation des mouvements sociaux quand il y a par exemple quelques actes violents qui émaillent telle ou telle manifestation, par exemple, ou en tout cas qui sont perçus comme violents par des journalistes dominants, qui généralement ne perçoivent pas par contre la violence sociale que peut constituer un plan de licenciement, par exemple pour des centaines ou des milliers de travailleurs et de travailleuses, ou qui insistent par exemple sur les blocages que peut comporter une grève des transports, une grève des enseignants, par exemple. Alors ça va, ce traitement des mouvements sociaux, donc de cette forme de stigmatisation jusqu'à parfois l'occultation pure et simple des mouvements sociaux, occultation qui apparaît de manière d'autant plus crue qu'on la met en parallèle avec la surmédiatisation de certains mouvements, par exemple les Pigeons il y a 2 ans, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un petit groupe de quelques, sans doute dizaines de patrons qui contestaient tel ou tel article d'une loi, je ne sais plus exactement en quoi ça consistait, mais transmission du patrimoine. Voilà, c'est ça, une question de transmission du patrimoine, et qui avait rapidement obtenu gain de cause, notamment en bénéficiant d'une extraordinaire couverture médiatique. À côté de ça, 5 000, 6 000 ou comme la semaine dernière, 120 000 personnes qui manifestent à Paris, ou peut-être un peu moins d'ailleurs, peu importe les chiffres, mais en tout cas des dizaines de milliers de gens qui manifestent à Paris, finalement, ça bénéficie de très peu de couverture. Alors pourquoi c'est important pour ce qui nous occupe, à savoir la question des rapports entre médias et extrême droite? Alors c'est un rapport indirect, mais le succès du Front National, on peut aussi l'analyser comme le produit d'un sentiment assez largement partagé, en tout cas partagé sans doute de manière croissante, que pour des millions de personnes, qu'il n'y a finalement rien à faire. Que s'organiser collectivement, que se mobiliser ne peut pas permettre de changer la société et qu'il faut donc remettre son destin ou le changement de son destin dans les mains de tel ou tel professionnel de la politique qui se présente comme une alternative au système. Or, comme je l'ai dit précédemment, le Front National a précisément pour caractéristique d'être à la fois dans le jeu politique et en même temps, à l'intérieur de ce jeu politique, de porter une certaine contestation du jeu politique. Et donc, en l'absence de force politique de gauche qui pourrait représenter une alternative, le FN a toutes les chances de profiter du traitement médiatique des mouvements sociaux et surtout du sentiment d'impuissance
collective que ce traitement peut diffuser. Alors, quatrième élément, une dépolitisation médiatique du Front National lui-même, et en particulier l'usage immodéré des sondages d'opinion, mais aussi la focalisation sur le style personnel de Marine versus Jean-Marie Le Pen versus Florian Philippot ou Marion Maréchal Le Pen, sur les bisbilles internes, etc. Tout ça qui prend largement le pas sur des analyses qui porteraient sur le projet politique, économique et social porté par le Front National, qui porterait sur les réformes que propose le Front National, qui porterait, je ne sais pas, sur, imaginons, les filiations tout à fait claires entre le Front National et l'extrême droite traditionnelle, y compris vichiste. Par exemple, les médias, de ce point de vue-là, ont clairement contribué à l'entreprise de dédiabolisation du Front National qui a été menée par Marine Le Pen depuis quelques années, notamment en légitimant l'idée qu'il y aurait eu une rénovation profonde du Front National, de son logiciel politique, etc., sans véritablement aller y voir de plus près. Et d'ailleurs, comme y reviendra sans doute Bernard, c'est par exemple très contestable que le tournant dit social du FN soit quelque chose de radicalement nouveau, que ce soit dans l'histoire en général, de l'extrême droite en général, là c'est clair que ce n'est pas du tout un tournant, et y compris dans l'histoire en particulier du Front National, puisque ce tournant avait déjà en partie été amorcé dès les années 90, je crois que c'est plus ou moins ce que tu diras, ce que tu développeras aussi tout à l'heure. Cinquième élément, j'ai presque fini, hein, je vous assure. Le fait que sur toute une série de questions, notamment l'Union européenne et les questions économiques, les questions des politiques économiques, les médias mutilent profondément le débat politique. Alors, que ce soit par la faiblesse du pluralisme dans ces débats, le fait qu'on retrouve très souvent quand même sur une série de questions, on pourrait prendre l'émission de Calvi par exemple, hein, mais on retrouve en gros des journalistes, des experts prétendus, et des économistes qui sont aussi banquiers généralement, qui en gros partagent l'essentiel de leur position et qui donc du coup simplifient le débat jusqu'à ne plus avoir comme position antagoniste que d'un côté par exemple les partisans de la modernité, alors qui passeraient nécessairement par l'adhésion à l'Union européenne, l'adhésion aux thèses néolibérales en matière économique, et puis de l'autre côté, des archaïques, des gens qui seraient arc-boutés sur je ne sais quelle thèse sur des critiques de l'Union européenne et du néolibéralisme. Et ça, c'est aussi quelque chose qui met en difficulté la gauche de gauche, puisque, pour prendre cet exemple, son opposition à l'Union européenne se fait non pas sur les bases, disons, nationalistes du Front National, mais sur des bases sociales. Or, la construction médiatique des débats sur l'Union européenne, mais aussi sur les questions économiques, fait généralement l'amalgame entre des forces politiques qui sont pourtant radicalement opposées, en gros la gauche de gauche et le Front National, mais qui sont présentées souvent par les grands médias comme également populistes. On se souvient par exemple du Monde qui, pendant la campagne présidentielle, en quelques mois avant le premier tour, en 2012, avait organisé ce qu'ils avaient appelé un match des populismes. Je me souviens également, dans la campagne européenne en 2009, des espèces de tables rondes où en gros le PS débattait avec l'UMP et puis le Mélenchon débattait avec... on organisait des matchs comme ça, des petits matchs entre en gros ceux qui sont dans la ligne, quoi, dans la défense par exemple de l'Union européenne ou des politiques néolibérales en matière économique, et puis ceux qui sont des populistes, etc. Sixième élément que je place en dernier parce que c'est sans doute l'aspect le plus connu, à savoir l'action continue et extrêmement virulente d'une série d'éditocrates ou d'intellectuels médiatiques qui constituent en quelque sorte des porteurs d'eau, des VRP dans les médias du Front National et même de l'extrême droite dans son ensemble, et parfois même de l'extrême droite dans ses versants les plus radicaux. On a donc dans le magazine par exemple consacré un article à 3 de ces journalistes dominants qui occupent le devant de la scène médiatique, à des degrés évidemment différents. Le plus connu, malheureusement vous le connaissez évidemment, mais c'est Éric Zemmour. Dont par exemple le dernier bouquin a bénéficié d'une couverture médiatique extraordinaire, mais on a aussi traité dans cet article de Yves Tréhard et également de Yvan Rioufol. On aurait pu parler de Philippe Tesson, de Elisabeth Lévy, d'Alain Finkielkraut, etc. Tous ont pour trait commun, tous et toutes d'ailleurs, ont pour trait commun de partager les mêmes obsessions que l'extrême droite et de disposer non seulement d'une couverture médiatique très importante, mais aussi d'une autorité qui leur est justement conférée par leur omniprésence
dans les médias en tant que commentateur permanent de l'actualité politique, expert prétendu non seulement de la vie politique, mais de toute une série à proprement parler inimaginable de sujets sur lesquels ils sont capables de disserter très longuement. Or, quelqu'un comme Zemmour, par exemple, n'est pas seulement le diffuseur des thèses ou d'un certain nombre de thèses du Front National, mais aussi le diffuseur des thèses de quelqu'un comme Alain Soral, qui lui n'a aucun problème à parler de lui-même en tant à s'affirmer comme national-socialiste. Donc on voit, y compris la radicalité extrémiste qui peut être portée par une série de ces éditocrates qui ont, disons, pignon sur rue dans les grands médias. Il y a quelque chose d'une certaine manière d'assez hypocrite et agaçant quand, par exemple, Laurent Ruquier dit finalement, il découvre, je ne sais pas, 5 ou 6 ans après, qu'il a contribué d'une certaine manière à banaliser une série d'idées, de thèses qui sont propres à l'extrême droite et d'une certaine manière, il a en donnant la parole dans son émission le samedi sur France 2 à 22h30, 23h, pendant des années à Éric Zemmour. Donc je laisse la parole maintenant à Bernard qui va davantage centrer sur l'extrême droite. Le terme de populisme joue un rôle central et c'est un terme qui obnubile, qui cache beaucoup plus qu'il nous révèle. D'ailleurs, il y a 30 ans, on ne faisait pas, on n'expliquait pas les choses par les mêmes mots. Il y a 30 ans, on disait plutôt les extrêmes en mettant le Parti communiste, qui était encore fort à l'époque, un peu sur un pied d'égalité avec le FN. On a organisé déjà un débat, un duel entre Jean-Marie Le Pen et André Lajoigny, qui était candidat du PCF à l'élection présidentielle de 1988. Après, les journalistes étaient déçus d'ailleurs que le débat n'était pas si enflammé que ça et que chacun a dit d'une façon un peu convenue ce que chacun voulait dire. À l'époque, il y avait l'idée que c'est un peu les deux camps extrêmes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais qui vont s'affronter et on va organiser un peu le match des gladiateurs. Tout en accompagnant cela par une explication qui était fausse, qui était plus fausse d'ailleurs à l'époque qu'elle ne l'est aujourd'hui, avec une explication de la droite RPR-UDF qui disait que les 3 millions d'électeurs qu'avait le FN à l'époque, contre 6 aujourd'hui, en tout cas aux élections présidentielles, et 5,1 millions récemment départementales, les 3 millions, c'est un transfert des voix que le Parti communiste a perdu depuis l'arrivée du gouvernement Pierre Mauroy et donc du président François Mitterrand. Et donc ce n'est pas notre problème, il y a un électorat des deux côtés. Mais donc tout en insistant déjà à cette idée qu'il y a les deux extrêmes, quelque part ça se rejoint, dans la mise en scène médiatique, il y a l'idée qu'il y a une différence irréductible. Et qu'on cherche à mettre en scène de façon spectaculaire, un peu scandalisante, cet affrontement, qui après a déçu par son manque d'enflammement. Par contre, aujourd'hui, il y a plutôt la mise en scène sous l'idée de caractère commun. Il y a l'idée des populistes. Or, ça c'est une des premières idées fausses que je tiens absolument à démentir. L'OFN n'est pas un parti populiste. C'est une explication, excusez-moi, j'ouvre les guillemets de merde et je ferme les guillemets, qui ne veut rien dire. Parce que l'OFN est un parti, à la fois, c'est une force politique dont le noyau dirigeant a une stratégie qui change au bout du temps, et je vais m'efforcer à expliquer en quoi et pourquoi. Et à l'intérieur, et ça aussi je vais essayer de le démontrer, c'est une force qui est composée de noyaux idéologiques qui parfois n'ont que quelques points en commun, mais d'autant plus de divergences entre elles si on regarde de près, ces différentes forces, ces différentes familles idéologiques, comme on dit à l'extrême droite, et que chacune a un projet historique qui s'ancre dans une histoire. Le populisme, si je prends au mot l'explication qui est fournie, ça s'applique à une force politique qui courrait derrière ce qui s'exprime dans le peuple, le mécontentement qui gronde dans la société, qui n'a pas vraiment d'idéologie ficelée, mais qui, de façon plus ou moins arbitraire, en fonction de ce qui marche, va lancer des mots d'ordre en essayant de coller à ce qui gronde dans la population. Donc évidemment, le FN est un parti d'opposition qui n'a jamais, au niveau national, au niveau central de l'État français, qui n'a jamais été au gouvernement depuis qu'il existe en 1972. Donc évidemment, ça fait partie de sa stratégie d'exploiter tous les mécontentements et de les diriger contre les pouvoirs en place. Un parti qui n'a jamais gouverné, qui a toujours été dans l'opposition, en tout cas au sens de l'opposition parlementaire. On a trouvé une partie de ses idées, parfois au gouvernement, avec des figures comme Brice Hortefeux et Claude Guéant. Non pas la totalité, mais certains mots d'ordre, certaines idées, certains concepts.
à l'exclusion d'autres, notamment l'antisémitisme ouvert n'a pas été affirmé tel quel par la droite classique, mais d'autres concepts, à commencer par l'identité nationale et la création d'un ministère, ont été recyclés par la droite classique. Mais donc, s'il est vrai que l'OFN va essayer de diriger les mécontentements contre les pouvoirs en place, ça n'exclut absolument pas qu'il fasse parfois des zigzags ou des virements brusques où il n'a rien à cirer du fait que la population majoritaire, ou même sa propre électorat, le suit ou non. Je prends un exemple, un seul. Quand Jean-Marie Le Pen rompt avec son orientation en politique internationale. La politique internationale, souvent, c'est là où on voit un peu les choix idéologiques, parce que c'est un écran de projection facile. En politique intérieure, en matière sociale, en matière économique, on se heurte plus vite à la réalité du terrain, parce qu'une force politique va tenir un discours sur la grève chez Radio France ou sur la politique des salaires et la paye à la fin du mois, elle risque de se heurter à quelqu'un qui va se lever en disant « Moi, je suis concerné, moi, je vais vous expliquer pourquoi c'est faux ce que vous affirmez. » Alors qu'en politique internationale, comme c'est vu du village ou de la ville en France, plutôt un écran de projection, où chacun regarde en fonction de ses propres prismes idéologiques ce qu'il ou elle veut y reconnaître, c'est là que se reflètent les grands changements d'orientation et les grands choix d'orientation idéologique d'une force politique telle que l'OFN. Et ça ne s'applique d'ailleurs pas que au FN. Jean-Marie Le Pen est pro-atlantiste, donc pro-états-unien, pro-américain, au sens États-Unis d'Amérique, jusqu'à la fin des années 1980. Il va faire il va marquer une très brusque rupture avec cette orientation. C'est lié, entre autres, il y a d'autres facteurs, mais c'est lié, entre autres, à la fin de la guerre froide et au fait, pour lui, de se dire, maintenant, si on essaie d'être la force la plus anticommuniste en disant il y a le danger soviétique à l'Est, on ne va plus rien gagner parce que les gens vont nous dire radicaliser cette question et essayer de doubler la droite sur sa droite, ça ne va pas vous procurer une folle dynamique parce que ce n'est pas ça la question qui intéresse les gens. Et donc d'un pro-atlantiste qui s'affirme être le Ronald Reagan français, c'est l'auto-affirmation de Jean-Marie Le Pen dans les années 80, il passe à une opposition frontale aux États-Unis en disant c'est ça un peu l'empire du mal, il n'utilise pas ce terme, qui d'ailleurs a été forgé par Ronald Reagan, Empire of Evil, pour parler de l'URSS, de l'Union soviétique de l'époque, mais l'idée est là que c'est un peu l'incarnation du capitalisme apatride, libéral, qui ne connaît pas de frontières et auquel il faut opposer une autre société, non pas moins élitiste, hiérarchique, mais dont l'hiérarchie serait enracinée dans une sorte d'hierarchie naturelle. Et donc Jean-Marie Le Pen, pour s'opposer aux États-Unis, il va faire le tournant au moment de la préparation de la guerre en Irak. Donc la crise de Koweït, qui commence le 2 août 1990, et qui va donc déboucher sur la guerre, surtout guerre aérienne à l'époque, il n'y a pas d'occupation sur le sol à l'époque, du 17 janvier 1991 au 28 février 1991. L'Operation Desert Storm, l'opération tempête de désert. Et Jean-Marie Le Pen, à la surprise de tout le monde, va prendre fait et cause pour le régime irakien. Son propre électorat le désavoue. Son propre électorat dit ça c'est une position que nous ne comprenons pas. La majorité de l'électorat répond non à la question des sondeurs, est-ce que Jean-Marie Le Pen, en prenant cette position, défend les intérêts français? Il y a 48% de son électorat du premier tour de l'élection présidentielle du 24 avril 1988 qui va répondre oui à cette question. Oui, Jean-Marie Le Pen, avec cette position, défend des intérêts nationaux. C'est un désaveu. À l'époque, nous sommes en 1991, et cette position est minoritaire à l'échelle de la société française, parce que la situation est différente de celle de 2003, la dernière guerre en Irak qu'on a en tête, celle de George W. Bush, où en France, il y a un courant anti-intervention qui est majoritaire à grosso modo 80%, d'autant plus que, en tout cas verbalement, Jacques Chirac, comme président de la République, et les grandes forces politiques sont un peu sur un même positionnement, même s'il y a après, il y avait des débats parce que le veto n'est finalement pas utilisé au Conseil de sécurité des Nations Unies, etc. En 1991, ce n'est pas la même situation. La France participe à la guerre. François Mitterrand y envoie 20 000 soldats. Et donc, il y a un effet un réflexe légitimiste. Et il y a une adhésion, en tout cas jusqu'au premier jour de la guerre. Après, ça va flanchir un peu. Jean-Marie Le Pen, avec cette position, est incompris de son propre électorat, mais il marque un tournant. Et donc, c'est absolument incompatible avec l'idée qu'il y a un parti qui choisit des positions plus ou moins arbitraires, n'ayant aucune cohérence idéologique,
en fonction de ce qui se dit dans le peuple. Parfois, il le fait. Parfois, il court derrière les grands courants dans l'opinion. Mais parfois, c'est une force politique qui est capable d'affirmer des choix politiques, idéologiques, historiques de son propre chef, sans tenir aucunement compte de la popularité de ces choix, de ces tournants. Encore au moment du congrès de Strasbourg, donc le FN fait un congrès à Strasbourg fin mars, début avril 1997, donc le week-end prolongé des Pâques, le fameux congrès de Strasbourg où nous étions 60 000, 80 000 contre-manifestants, contre-manifestantes. On n'est pas malheureusement loin de cette capacité de mobilisation aujourd'hui. Le Figaro Magazine fait un sondage parmi les sympathisants à FN, et une des questions que le Figaro Magazine va poser, c'est pour quel pays avez-vous des sympathies? Il propose une vingtaine de noms de pays, et l'Irak est le dernier. Alors que Jean-Marie Le Pen, à l'époque, en 1997, depuis 6 ans, fait, animé par son épouse, Jeannie Le Pen, une association pseudo-humanitaire qui s'appelle SOS Enfants d'Irak, et tire son miel de la condamnation, de l'intervention, mais parce que, bon, nous aussi, à gauche, on a condamné pour des bonnes raisons l'intervention, sauf que lui, il le fait pour des mauvaises raisons, dont sa fidélité au régime, un régime qui auparavant était un grand client des industries de l'armement français. Donc, c'est une idée absolument fausse de dire le caractère, les choix, les positionnements politiques du FN s'expliquent par du populisme. Ça, c'est une idée qui, au fond, ne veut rien dire, qui gomme les différences avec d'autres forces politiques également qualifiées de populistes, par exemple par Le Monde, qui utilise ce terme, qui l'accole à Jean-Luc Mélenchon et à d'autres, et qui, par ailleurs, voile ce qu'est le FN. Mais qu'est-ce qu'est le FN? Donc, je vais commencer un peu au début de son enracinement en tant que parti de masse. Je vais d'ailleurs très légèrement nuancer de ce que tu as dit. Moi, je suis d'accord pour dire que les médias reflètent la montée en influence du FN, mais les causes de cette montée ne sont pas essentiellement médiatiques. Je suis d'accord avec toi. Mais nous avons discuté d'ailleurs avant, et nous n'avons pas de désaccord là-dessus. Ceci dit, je pense qu'il y a des moments où le fonctionnement du paysage médiatique a aidé à construire le FN au moment où son influence était encore fragile, ou alors où c'était encore un groupuscule, un parti sans adhésion de masse. En 1992, Jean-Marie Le Pen va, en juin 82, en juin 1982, Jean-Marie Le Pen, à la tête d'un parti groupusculaire, qui a peut-être 2000 adhérents, va écrire une lettre à Jean-Marie Le Pen va écrire une lettre à François Mitterrand, qu'il fait transiter par Guy Pen, qui était copain d'études de Jean-Marie Le Pen dans les années 1950 et qui est devenu le dentiste personnel de François Mitterrand. Mitterrand vient de faire un discours pour inaugurer les premières radios libres. Vous savez, en 1981, la gauche, soi-disant gauche, a libéralisé le paysage médiatique et donc a levé des barrières, notamment à l'émergence des radios libres. À l'époque, libéralisation, c'est pas on ouvre les portes à tous les commerces et à tous les trucs commerciaux et on privatise à tour de rôle. C'est plutôt on permet l'émergence de radios non étatiques. On parle plutôt d'une émergence de médias de type associatif à l'époque. Il n'y a pas encore Énergie et tout le reste, ni RTL, ou en tout cas ça n'a pas la puissance que ça a aujourd'hui. Mitterrand, donc l'occasion, le motif invoqué par Jean-Marie Le Pen, pourquoi il envoie cette lettre à Mitterrand, c'est son discours sur les radios libres et sur le nécessaire pluralisme médiatique qu'il faut dorénavant accepter et instaurer. Et donc Jean-Marie Le Pen dit, puisque vous êtes tellement attaché au pluralisme médiatique et politique, vous ne pouvez pas tolérer que quelqu'un comme moi ne soit jamais invité dans les médias. Des médias qui, à l'époque, sont très largement, s'il n'y a pas de l'audiovisuel, des médias publics. Antenne 2, comme on disait à l'époque, TF1, qui est encore public, qui sera privatisé en 1987, etc. Quelle est la réaction de François Mitterrand? Il répond à Jean-Marie Le Pen, oui, j'ai ordonné aux chaînes de télévision de vous faire inviter parce que ça fait partie du pluralisme médiatique. Le 9 septembre 1982, Jean-Marie Le Pen, on va aller le chercher par hélicoptère à la fête Bleu-Blanc-Rouge, BBR. C'est un événement que le Front National a organisé annuellement de 1982 jusqu'en 2001. Après, ça s'est arrêté parce qu'après le changement à la mairie de Paris, du coup, la mairie de Paris a découvert que l'endroit où ça se faisait habituellement, la pelouse de Reuilly dans le 12e n'est plus accessible parce qu'on y a implanté un cirque, donc pas le cirque des fachos, le vrai.
Mais donc de 1982, c'était la première année, à 2001, le FN organisait annuellement cet événement, qu'il voulait une contre-fête de l'humanité, mais qui était autrement plus petite. À la fête de l'humanité, il y a des centaines de milliers de personnes. Là, en 1982, il y a moins de 2000, peut-être 1500 personnes, et au moment les plus forts, il y en a peut-être 10 000. Et on va le chercher par hélicoptère, d'un événement groupusculaire, pour aller le chercher, pour le mettre sur un plateau, à 1 heure de grande écoute, sur un plateau télévisé. Il y a plusieurs invitations, je vous épargne les détails qui vont se suivre, mais la vraie rupture, c'est le 13 février 1984, le 13 février 1984, l'invitation de Jean-Marie Le Pen à ce qui, à l'époque, est l'émission politique, avec un grand L sur l'audiovisuel public, le talk show politique, c'est l'heure de la vérité, l'heure de vérité. À l'époque, Jean-Marie Le Pen se produit dans cette émission, et donc récemment, dans un livre paru en 2013, Dominique Albertini, qui a écrit un des bons livres sur l'histoire du FN, il a cité les cadres du FN qu'il a interviewés, et il dit, les types, il lui raconte, le lendemain, on nous a tiré du lit par le téléphone, on a dit, venez vite, il faut aller à la permanence du FN à Paris, il y a 200 mètres de queue devant, de types qui veulent adhérer. Et le soir même de l'émission, donc c'est le talk show, l'émission politique avec un grand L à l'époque, qui occupe une place centrale, le soir même, dans certains sondages effectués sur le coup, les intentions de vote pour le FN avaient bondi de 3,5% à 7%. Après, le FN fera plus parce qu'il va s'ancrer aussi dans le mouvement, un peu comme une partie de la droite et une partie de l'extrême droite qui étaient divisées là-dessus. C'est ancré dans le mouvement contre le mariage pour tous. À l'époque, c'est le mouvement contre la réforme scolaire et pour la défense de ce qu'elle appelle l'école libre, donc les privilèges de l'école confessionnelle catholique. Et donc le FN fera 11% aux élections européennes du 17 juin 1984, donc 4 mois plus tard. Mais donc parfois, le fonctionnement du paysage médiatique, surtout à une période où c'est encore canalisé, il n'y a pas la profusion de médias qu'on a aujourd'hui, ça peut influer. Mais ce n'est pas comparable à aujourd'hui. Et à l'époque, c'est directement par la présence politique et les phrases politiques du FN, alors qu'aujourd'hui, on est plutôt dans la peopleisation. Donc on va mettre en scène, et je vais y revenir à la fin, plutôt les débats qu'il y a dans le FN, qui sont des débats stratégiques, des débats de positionnement politique, social, socio-économique. On va les mettre en scène comme un débat de people, un débat de famille, une guerre des roses entre le père, la fille, la petite fille. Il ne manque plus que le cousin ou la cousine qu'on n'aurait pas encore découvert. Mais à l'époque, c'est plutôt vraiment la parole politique. D'ailleurs, Jean-Marie Le Pen va donner dans cette émission une phrase qui a beaucoup marqué l'esprit. C'est celle où il dit, donc l'heure de la vérité du 13 février 1984, je préfère mes filles à mes cousines, je préfère mes cousines à des inconnus, je préfère des inconnus à mes ennemis. Alors, il y a deux modes de prise en compte médiatique du FN à l'époque. Il y a celui un peu de la banalisation en disant ouais, c'est une nouvelle force politique, il faut l'écouter, ben c'est ça qu'on voit là à l'œuvre, cautionné par la tête de l'État, par l'ordre donné par François Mitterrand, mais il y a aussi à l'époque il y a encore un grand nombre de personnes qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale qui sont encore vivantes, qui ont été dans la résistance, etc. Il y a de l'autre une sorte d'horreur qui dit ce qu'on voit, c'est le retour des démons, le retour de Hitler. Et je pense que ça, donc la mise en scène par l'émotion et par l'effroi, ça peut être légitime parce qu'il y a des liens qui lient le FN au passé du fascisme historique. Il suffit de regarder son symbole qu'il utilise toujours. Les ex-néofascistes italiens l'ont rangé, pas aux oubliettes, mais en tout petit, en bas de l'affiche, pour les courants majoritaires de l'extrême droite ou ex-extrême droite italienne, qui en partie a glissé vers la droite classique. La flamme tricolore, donc bleu, blanc, rouge en France, vert, blanc, rouge en Italie, à l'origine, ça symbolise pour le néofascisme italien l'âme de Benito Mussolini qui connaît son ascension au ciel, qui monte de son cercueil vers le ciel. C'est ça le symbole qu'utilise le FN. Tous les adhérents ne le savent pas, mais le noyau dirigeant, il le sait. D'où ça vient. Et donc, c'est un parti qui est lié au fascisme historique. Mais la mise en scène, alors soit sous le signe de la banalisation, soit au contraire du retour
d'un passé refoulé, c'est-à-dire comme une force naturelle, une vague qui revient, ça dépolitise aussi quelque part. Parce que ça ne permet pas de saisir les mécanismes sur lesquels va avancer l'OFN et qui ne sont pas les mêmes que ceux du fascisme historique. Il y a d'ailleurs la fameuse scène qui a été retenue, qui a rebondi ces jours-ci avec l'affaire du détail, où on voit aussi à quel point la prise en compte peut être très lacunaire. Tout le monde a retenu du fameux passage de Jean-Marie Le Pen au grand jury RTL Le Monde du 13 septembre 1987, la fameuse phrase « L'existence des chambres à gaz, c'est un détail de l'histoire ». Sauf que le type, il n'a pas dit que ça, il a dit pire que ça. Tout le monde n'a retenu que ce mot. S'il dit c'est un point de détail, ça veut dire qu'il reconnaît que ça a existé, mais ce n'est pas très important. Il a dit bien pire que ça, parce qu'il y a 2 minutes, il y a 3 minutes avant, où les journalistes lui demandent qu'est-ce que vous pensez des thèses des historiens révisionnistes. Il dit, vous savez, je ne les connais pas, mais je suis pour la liberté d'opinion et la liberté de la recherche historique. Et d'ailleurs, dans l'histoire, il y a des choses qu'on ne sait pas. On ne sait toujours pas qui a coulé le navire Lusitania pendant la Première Guerre mondiale, les Allemands ou les Britanniques. Donc il y a des choses qu'on ne sait pas, il faut faire des recherches. Et après, ils lui disent, mais 6 millions de morts, ce n'est pas une question ouverte. Il dit, comment 6 millions? Est-ce que je suis obligé d'y croire? Et la chute, c'est l'histoire du détail. Mais ce n'est pas le pire. Et donc, tout le monde n'a retenu que ce mot. Ça montre que même dans la mise en scène de l'émotion, qui est légitime, parce que c'est une saloperie ce qu'il est en train de dire, on a déjà banalisé la chose, parce qu'il aurait fallu décortiquer le fond de ce qu'il dit. Et pourquoi il le dit? Et pourquoi il le dit? Parce qu'il se croyait tout permis à ce moment-là, parce que Jean-Marie Le Pen, dans les années 1980, est encore pro-occidental, pro-états-unien dans sa politique extérieure, et il essaie d'avoir des accointances, des points de contact avec la droite israélienne. Et il a reçu, parce qu'il a été reçu par des représentants du parti Herut, qui est le prédécesseur de Likoud. Il a été reçu par eux à New York, donc par les représentants du Likoud aux États-Unis, le 13 février 1987, juste pile poil 7 mois avant. Et il a cru qu'il leur a dit, il a donné au lobby juif, parce qu'il croit qu'ils sont tous de mèche, les juifs, il croit au complot juif. Et donc comme il croit qu'il leur a dit les gages qu'il fallait, que maintenant il est tranquille, on ne va plus l'attaquer là-dessus, sur Hitler, sur le bilan du fascisme et du nazisme historique. Et il est surpris quand tu lui poses la question, il rentre dans une rage en fait. Il n'était pas préparé à la question, parce qu'il croyait que maintenant on me laisse tranquille avec ça. C'est là-dessus d'ailleurs que va se faire sa rupture avec la politique extérieure des États-Unis et avec la droite israélienne. Donc, l'EFN va connaître plusieurs ruptures, je vais abréger, parce que je vois les aiguilles de la montre avancer, même si je n'ai pas de montre, même en portable. Mais l'EFN va mettre en scène plusieurs ruptures. On l'a déjà dit en matière de politique étrangère. L'EFN va un peu sortir de son positionnement de vieux colonialistes pro-occidentaux qui défendent l'Occident toujours contre le reste du monde, en affirmant plutôt une position de défenseur des nationalismes radicaux partout dans le monde, y compris contre les États-Unis comme un ennemi principal. C'est un tournant dans les années 1980, autour de 1990. Et l'OFN va effectuer au même moment le tournant en matière économique. C'est-à-dire là aussi, on rencontre un mensonge, tu l'as dit Hugo, quand les journalistes, fascinés par Marine Le Pen, parce qu'elle est jeune, elle est femme, elle est relativement intelligente, elle parle bien parce qu'elle a été, pas parce que, mais elle a été avocate, ça peut aider dans la formation, à la rhétorique. Les journalistes prétendent que c'est nouveau, l'OFN s'intéresse au social depuis que Marine Le Pen a pris la tête du parti un certain 16 janvier 2011 à Tours. Or, c'est aussi n'importe quoi, parce que le tournant social a été mis en scène à la fois par Jean-Marie Le Pen et par son idéologue au chef de l'époque, Bruno Maigret, qui n'était pas sur les mêmes options sur toutes les questions. Ils avaient des désaccords entre eux, notamment par rapport au positionnement, par rapport au passé, au fascisme historique. Mais les deux avaient accéléré, et d'ailleurs dans une concurrence entre eux, ça a accéléré encore plus la chose, parce que deux camps rivaux avaient poussé à la roue. Ils avaient tous les deux mis en scène à partir de 1990, 92, et puis successivement tout au long des années 1990, le soi-disant tournant social. Ça commence de façon symbolique au congrès de Nice, où l'OFN va affirmer que les thèmes du congrès, maintenant, c'est le social et l'écologie. Et les journalistes sont un peu étonnés, ils disent « Ouais, ça, c'est pas vraiment vos tasses de thé, vous, c'est plutôt l'immigration et l'insécurité. » Et Bruno Maigret leur répond « Ah non, les autres ont fait le boulot pour nous, c'est maintenant tellement rentré dans les esprits
qu'on peut laisser le thème aux autres qui crédibilisent nos thèmes. D'ailleurs, j'ouvre juste une parenthèse, le même week-end, donc le dimanche 1er avril, dimanche des Pâques, 1er avril 1990, il y a un congrès, un colloque à Paris sur la préférence nationale, qui est organisé non pas par l'OFN, qui est réuni à Nice, mais par un jeune carriériste que vous connaissez, un jeune carriériste de 35 ans à l'époque, qui s'appelle Nicolas Sarkozy. Je ferme la parenthèse. Un colloque où il est défendu l'idée qu'on pourrait introduire une dose de préférence nationale dans certaines prestations. Par exemple, mettre le RMI, qui vient d'être créé en 88, on pourrait le mettre sous condition de nationalité. À l'époque, c'est un symbole isolé, parce que les journalistes disent, et ils ont raison, que c'est... On se moque du monde en disant que c'est un parti qui s'occupe de social et écologie, alors qu'il n'y a rien qui correspond dans le programme. Mais au fur et à mesure, successivement, sous l'impulsion de Bruno Maigret, idéologue en chef, mais d'autres, le FN va un peu adopter son programme. Il va adapter le programme. Un programme qui était ultralibéral, qui était avant tout antisyndical, pro-propriété privée, économique, anti-grève, anti-prestations sociales, anti-régulation de l'économie dans les années 80. Il va y injecter des doses toujours plus fortes de démagogie sociale et de discours économique qui passe déjà à l'époque par l'idée que s'il y a des problèmes sociaux, s'il y a de l'inégalité, s'il y a une baisse, ou on va dire une pression sur les salaires, c'est parce qu'il y a la mondialisation. Donc tout passe par la prise en compte de la mondialisation. La vraie différence, c'est que Jean-Marie Le Pen, à l'époque, parle de mondialisme, et quand il parle de mondialisme, il parle de certaines réalités économiques vues par son prisme, donc les délocalisations de production, les usines qui se barrent, etc. Mais il met derrière le même terme le droit de l'homisme, comme il dit, les lobbies pro-immigration, donc les mouvements pro-sans-papiers, etc. Alors que Marine Le Pen, elle ne sait pas mieux les deux, et quand elle parle de... Elle parle plutôt de mondialisation, elle utilise le terme de mondialisme quand elle parle de l'Union européenne, elle parle d'euromondialisme, mais sinon elle parle plutôt de la mondialisation, elle va plutôt donner l'impression qu'elle parle de façon plus ou moins objective de phénomènes économiques en tant que tels. Elle ne va pas tout de suite rentrer dans le délire nationaliste et complotiste qui veut qu'il y ait une agression contre les nations et que s'il y a des usines qui se battent, c'est parce qu'il y a un complot contre les nations qui veut, comme l'expliquait le père, ériger un gouvernement mondial. Donc, il y a des différences de style, mais sur ce qu'on a appelé le tournant social, il y a une continuité. Maintenant, très vite, qu'est-ce qu'il faudrait faire si les médias ou des journalistes ou des médias voudraient vraiment prendre à corps la question de la déconstruction de ce qu'est l'extrême droite? L'extrême droite n'est pas un corps homogène, ce serait une grosse erreur. C'est un ensemble de noyaux hétérogènes qui n'ont pas la même histoire, mais qui se retrouvent sur un fond commun, sur la définition d'ennemis communs. La mondialisation, l'immigration. Aujourd'hui, plutôt, la question de l'islam monte en degrés. Mais, par ailleurs, un néo-païen qui dit l'Europe ne doit en aucun cas être chrétien parce que le christianisme est d'origine d'extraction sémite, et d'ailleurs le monothéisme était une erreur parce qu'il prône l'universalité d'un seul Dieu pour toute l'humanité, ça contribue à détruire notre civilisation. Entre néo-païens, comme le sont les gens qui sont sortis de la fabrique idéologique du Grèce dans les années 70, d'un côté, et un catholique traditionnaliste et un catholique intégriste, comme on en trouve aussi au FN ou alentour, il n'y a pas grand-chose de commun. Or, c'est cette hétérogénéité qui est à la fois une faiblesse, parce qu'il s'est discuté vraiment jusqu'au bout de ce qui les tient ensemble. Ils se taperaient sur la gueule. Donc c'est à la fois une faiblesse, mais c'est une force, parce que ça permet à une extrême droite qui est plurielle de s'ancrer dans la réalité et de filtrer la réalité. Et il y a le discours qui marche parce qu'il a trouvé le bon point d'ancrage dans la réalité, qui sera successivement repris par tout le monde si on voit que ça fait monter la mayonnaise dans la société. Par exemple, s'il y a un courant qui a adopté un discours économique, de dénonciation économique, si les autres voient que ça marche, c'est porteur, les autres vont l'expliquer avec leurs propres mots, avec leur propre prisme idéologique, mais vont le reprendre à leur compte. Ça facilite les tournants. Aujourd'hui, on discute de tournant au FN, parce que Jean-Marie Le Pen a été président du FN quand le premier tournant social, le vrai tournant, a été effectué en 1990, pour un motif d'ailleurs que je n'ai pas dit, mais qui est essentiel, c'est la fin de la guerre froide. Et les stratèges de l'extrême droite font un calcul. Il n'y aura plus de marxisme, le marxisme est mort à Moscou. Avec la chute du mur de Berlin,
et puis en novembre 1989, et puis la fin de l'URSS, en août ou septembre 1991. Donc, le marxisme étant mort à Moscou, c'est nous qui allons être la force de contestation. C'est nous qui allons canaliser le mécontentement dans la société. Et ça fait consensus parmi la majorité des courants qui existent à l'extrême droite à l'époque. Mais aujourd'hui, ça recommence à faire débat, parce que si vous avez suivi les récents débats, sans entrer dans la pipélisation, il y a le père, il y a la tante, il y a la petite fille, donc Marine qui est la fille par rapport à Jean-Marie, mais qui est la tante par rapport à Marion. Si vous avez écouté du fond de ce qu'ils discutent, ils discutent du rapport au fascisme historique. Est-ce que c'est peine perdue de remuer dans le passé? C'était la position de Maigret dans les années 90, c'est la position de Marine Le Pen aujourd'hui. Ou est-ce qu'au contraire, il ne faut pas lâcher sur la question? Parce que sinon, on sera toujours à ventre plat devant le système. C'est la position de Jean-Marie Le Pen. Mais sur les questions économiques, ça rediscute. Parce que Jean-Marie Le Pen, lui, il dit on en a fait trop dans la démagogie sociale. Et Marion Marchal Le Pen, elle dit un peu la même chose. Il faut se rapprocher de certains intérêts patronaux, surtout dans les classes moyennes, PME, etc., parce qu'on en a fait trop dans la démagogie sociale. On nous prend pour un parti de gauche. C'est sa position. Et Jean-Marie Le Pen, dans son interview dans Rivarol, de 9 avril, il abonde un peu dans ce sens. Donc des journalistes qui veulent faire un travail d'information, ils ne s'arrêtent pas à l'émotion, d'autant plus qu'à l'émotion, on retient une image, on retient un mot d'ordre, comme tout le monde a retenu le détail, sauf que ce n'était pas le mot du détail qui était le pire dans la fameuse interview. Ils ne s'arrêtent pas donc à l'émotion, ni à ce qui paraît spectaculaire ou ce qui paraît nouveau, et parfois ce n'est pas nouveau parce que le tournant social n'est pas nouveau, mais ils mettent en scène au contraire la fragilité et les contradictions. Et le caractère caméléonesque, et je finis là-dessus, le caractère caméléonesque du discours du FN, parce que le discours du FN, finalement, il n'a que deux constantes, deux choses qui ne varient jamais. L'idée qu'il y a des gens meilleurs que d'autres, et nous faisons évidemment partie des meilleurs, et qu'il y a un clivage à instaurer dans la société, et y compris à ancrer dans le droit, qui est la préférence nationale, la distinction juridique entre nous et eux en termes d'accès aux droits, en termes de chances de vivre qui sont reconnues aux uns et aux autres. Accès aux emplois, accès aux prestations sociales, etc. Sur tout le reste, ils ne sont pas trop d'accord et donc ils peuvent dire aujourd'hui une chose sur la retraite et demain une autre chose. Ça, c'est un exemple qu'a pris Jean-Marie Le Pen dans son interview pour dire le tournant, le dernier sur les retraites, où on a couru derrière le mouvement social de 2010, il n'était pas bon. Donc il faudrait mettre en scène cette fragilité et ne pas se laisser fasciner. Évidemment, il faut montrer que c'est une force qui monte, en tout cas qui monte dans certaines périodes. Nous sommes malheureusement dans une telle période, même si la montée, elle a eu un peu... Elle a rencontré une limite parce qu'ils n'ont pas fait autant au départemental qu'ils croyaient, mais 25,2 c'est toujours beaucoup. C'est une force qui monte, c'est une force qui révèle des dangers politiques et sociaux. Oui, il faut le dire que c'est une force dangereuse, mais il ne faut pas être fasciné comme le lapin est fasciné devant les yeux du serpent. Il faut démontrer en quoi il y a des contradictions là-dedans, et en quoi c'est fragile, et en quoi s'il y avait des contre-propositions fondées, cohérentes en face, et qui auraient une crédibilité sociale, ça pourrait retomber. Bon, je vous remercie. Il y a encore plein de choses à dire, par exemple sur les médias d'extrême droite elles-mêmes, mais je renvoie ça au débat et au centre d'intérêt que vous souhaiterez avoir.